ils observent, comme beaucoup d'événements dans cette histoire, tout a commencé de façon peu originale. Un homme se réveilla sur le sol d'une pièce vide. Il ne se souvenait de rien, à part de son nom, Myron. Il lui parut étrange, bien que, pour être honnête, il n'eut rien avec quoi le comparer. Les autres noms, il n'en connaissait aucun. Myron se leva et jeta un coup d'œil autour de lui. Des murs en béton sans fenêtre, un plafond bas, une lumière blafarde suspendue, une porte en bois fermée, à côté de laquelle un miroir scintillait, comme pour inviter Myron à s'approcher, pour voir à quoi il ressemblait. Myron s'approcha du miroir et observa son reflet. Un visage pâle et maigre, des cheveux clairs qui se dressaient dans tous les sens, comme s'il n'avait pas vu un peigne depuis longtemps, et des yeux gris, scrutant le tout avec une certaine distance. Quel âge avait-il? Il n'en savait rien, bien que l'âge n'ait peut-être plus d'importance, étant donné qu'il ne se souvenait même pas comment il était arrivé dans cette pièce, et que son apparence ne réveillait aucun souvenir. Un bruit se fit entendre au-delà des murs, des pas à peine perceptibles, des voix lointaines. Après une brève hésitation, Myron ouvrit la porte et se retrouva dans un long couloir étroit. Des hommes et des femmes de tous âges se pressaient, se hâtant de fermer des portes, comme s'ils fuyaient quelque chose. L'air paniqué, les portes s'ouvraient et ils disparaissaient à l'intérieur, comme si le moindre retard pouvait leur coûter la vie. Que se passait-il ici? Myron se tourna vers un homme qui tremblait en essayant d'ouvrir la porte d'une chambre voisine. Les cris, ils arrivent, bégaya-t-il dans un souffle effrayé. Il tira une nouvelle fois sur la poignée. La porte résistait, mais finalement, l'homme se jeta à l'intérieur, poussant Myron de côté. La porte se referma violemment derrière lui. Myron tenta d'ouvrir à son tour, mais la poignée était bloquée. Elle est verrouillée. « Mais c'est ma chambre !» cria Myron à travers la porte. De l'intérieur, un rire hystérique résonna. L'homme, apparemment soulagé, se réjouissait de s'être caché à temps. Mais de quelle menace parlait-il? Comme pour répondre à cette pensée de Myron, un cri perça l'air du fond du couloir, si strident qu'il fit frissonner l'échine de Myron, un frisson glacial qui dévalait le long de sa colonne vertébrale. Le cri grandissait à chaque seconde. Son origine se déplaçait dans le couloir. C'était quelque chose de gros, de menaçant et de dangereux. Quoi exactement? Myron ne pouvait pas le dire, car le bout du couloir se perdait dans les ténèbres et le cri semblait venir de nulle part. « Ne reste pas là, fuis !» cria une voix derrière lui. Myron se retourna. Devant lui, une jeune femme se tenait, tout comme les autres habitants de cet endroit étrange. Elle portait un pantalon ample et une chemise, sous laquelle on devinait une silhouette frêle. Myron remarqua ses cheveux en bataille, comme si un coiffeur en furie les avait coupés, et ses yeux noirs brillaient d'une lueur étrange dans la lumière vacillante du couloir. Myron, surpris, se demanda d'où elle pouvait bien venir. Il l'avait vue à peine quelques secondes plus tôt, courir se cacher comme tous les autres. « Vite, cours !» répéta-t-elle, les yeux écarquillés, et il n'attendait pas. Elle dit quelque chose de plus, mais Myron ne l'entendit pas. Un cri perça l'air derrière lui, strident et perçant. En se retournant, il aperçut des silhouettes sombres se profilant dans l'ombre au bout du couloir, de la taille d'un être humain, avec des corps allongés et huileux, des membres tordus. Ces créatures ressemblaient à des insectes monstrueux, nés de l'imagination fiévreuse d'un être hanté par la sensectophobie. Leurs cris stridents, Myron n'en doutait pas,
provenaient bien d'eux. Ils étaient dotés de yeux globuleux, luisants d'une lueur jaune, et de grandes mandibules couvertes de milliers de dents acérées. Les créatures se déplaçaient, émettant ce même bruit surnaturel. Miron, gelée par un frisson de terreur, s'immobilisa, comme si elle l'avait repéré et qu'il était déjà leur proie. Puis, avec une vitesse décuplée, elles se jetèrent sur lui à travers le couloir, se déplaçant rapidement avec leurs membres en forme de tube. Miron se précipita dans l'autre direction, frappé de stupeur lorsqu'il réalisa que la jeune femme avait disparu. Elle s'était probablement cachée dans l'une des chambres. « Ouvrez !» Miron hurla en secouant les poignets, frappant aux portes, courant à travers le couloir, mais personne ne répondait à ses appels. Le couloir se terminait par un embranchement, avec de chaque côté des passages longs et sombres, éclairés faiblement par des lumières vacillantes et bordés de portes. Miron s'arrêta. Les bruits de pas des créatures se rapprochaient. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Après tout, quel intérêt à choisir un chemin? Il ignorait où chaque passage le mènerait. Il se lança dans le couloir de droite, et après quelques minutes de course, il arriva à une nouvelle bifurcation. Il tourna à droite à nouveau, sentant le danger s'approcher. Les créatures, leur bruit devenant de plus en plus fort, se rapprochaient toujours plus vite. Miron commençait à perdre son souffle. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il en sentait presque la douleur. La course à travers ces interminables couloirs l'épuisait. Finalement, il arriva à un autre embranchement. Sans hésiter, il prit à droite. Mais là, devant lui, à quelques mètres, il aperçut une scène qui le glaça d'effroi. 3 des créatures déchiraient un corps humain en morceaux, se repaissant avidement des entrailles, leurs mandibules s'enfonçant dans sa chair sanguinolente. Il ne criait plus, car il était déjà mort. Qui pourrait survivre à de telles blessures? Les membres arrachés gisaient en vrac, et la tête déchiquetée, avec le crâne percé, se balançait lentement d'un côté à l'autre, chaque fois que les monstres dévoraient son corps. Cette tête, quand Miron réalisa ce qu'il avait sous les yeux, il comprit que le corps dévoré était celui de l'homme chauve qu'il avait vu tout à l'heure, se cachant dans sa chambre. Aussi abominable que soit le geste de cet inconnu, il ne méritait sûrement pas une telle fin. Mais comment avait-il atterri ici, lui qui s'était enfermé dans la chambre de Miron? Réfléchir à cela n'était plus possible. Miron recula lentement, ne quittant pas des yeux les créatures. Celles-ci, affamées, continuaient leur festin, déchirant les entrailles du cadavre. Le cri d'une autre créature, s'approchant du couloir par lequel Miron venait de passer, résonnait dans l'air. Il n'y avait plus qu'une seule issue pour lui, se précipiter dans le second passage, celui qui semblait libre des créatures. Du moins, Miron l'espérait, ne croisait aucun monstre. Le nouveau couloir était vide, et bientôt, Miron arriva à un autre embranchement. Il semblait que ce gigantesque bâtiment était un labyrinthe sans fin, composé de couloirs et de portes fermées. Haletant, Miron décida cette fois de tourner à gauche, sûr de retrouver un autre long couloir. Mais, à sa grande surprise, il se retrouva devant un escalier en colimaçon, avec des marches en bois. En y regardant de plus près, Miron remarqua des traces de sang séchées sur les marches. Il hésita un moment, se demandant quelle était la meilleure décision à prendre. Monter l'escalier ou continuer sa fuite à travers le couloir suivant? La réponse lui apparut rapidement, lorsqu'un cri strident résonna dans le passage derrière lui.
suivi du bruit des créatures qui se rapprochaient. Miron se précipita alors dans l'escalier. En grimpant les marches en spirale, il trébuchait souvent, mais il n'arrêta pas, le souffle court, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, sa gorge sèche. Miron persévérait, s'efforçant de continuer à monter. L'escalier fit un dernier tour avant de se terminer brusquement. Devant lui s'ouvrit une sombre pièce, à peine éclairée, avec un toit incliné et des poutres encombrées de cartons, de vieux meubles et de divers objets en désordre. Parmi ces débris, il aperçut un vieux vélo rouillé, des piles de livres et un ordinateur antique avec un moniteur à tube cathodique. Des guirlandes d'ampoules mortes pendaient du plafond, et l'air était si poussiéreux que Miron commença à éternuer. Au fond du grenier, une petite fenêtre ronde laissait passer une lumière étrange, vacillante, d'un bleu verdâtre, comme si dehors, l'aurore boréale s'était déversée sur l'endroit. Un bruit métallique fit soudainement écho, un cri perça l'air, accompagné du grincement des créatures qui grimpaient sur les marches en bois de l'escalier en colimaçon. Miron jeta un coup d'œil en bas et vit les créatures, une file qui montait lentement, escaladant les marches. Encore un peu, et elles arriveraient dans le grenier. Miron se précipita vers la fenêtre, attrapa la poignée et l'ouvrit. D'un coup d'œil par-dessus son épaule, il aperçut plusieurs créatures qui avaient déjà atteint le grenier et se dirigeaient vers lui. Miron se hissa sur le rebord de la fenêtre et se glissa à l'extérieur. La corniche s'avéra assez large pour qu'il puisse s'y faufiler. Le vent glacial souffla sur son visage, éparpillant ses cheveux dans le vent. S'accrochant à la gouttière, Miron se faufila hors de la fenêtre, se retrouvant sur le rebord étroit qui séparait le toit du reste du bâtiment. Il resta pétrifié d'étonnement, observant autour de lui l'immensité de l'obscurité, traversée par des éclats lumineux dans des teintes de vert, de bleu et de violet. La noirceur elle-même semblait pulser d'une lumière spectrale. On aurait dit que le gigantesque immeuble de briques, sur la corniche duquel se trouvait Miron, flottait dans un cosmos sans fin. Son regard se perdit parmi les nuages d'une brume étrange, constellée de lueurs fantastiques, scintillant aux confins de l'univers. Puis, un étrange bruit fendit l'air, un cri de terreur résonnant alors qu'une silhouette difforme surgit de l'obscurité, semblable à une branche morte brisée par un vent invisible. Miron hurla de surprise et perdit l'équilibre, tombant dans un vide abyssal. En un instant, il se retrouva submergé par l'obscurité la plus profonde, disparaissant de la réalité, comme si son existence même n'avait jamais eu de sens, effacé par la nuit éternelle. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva étendu sur le sol d'une pièce. Le plafond, faible lumière vacillante d'une ampoule, les murs de béton sans fenêtre et une porte en bois. Miron se redressa, ressentant une étrange légèreté dans tout son corps, comme si toute la fatigue de la course à travers des labyrinthes sans fin s'était évaporée. Il n'était plus non plus le même homme qui avait chuté depuis un toit, un géant de béton. Tout semblait différent. Et pourtant, il n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Comment était-il arrivé là, dans cette pièce? Hier, c'était encore l'été. Alors qu'il réfléchissait à combien de temps il était resté inconscient, Miron se leva du sol et se dirigea machinalement vers la porte. Il jeta un regard dans le miroir.
Ce qu'il vit le fit s'immobiliser. Un homme d'environ 40 ans, un visage dur et marqué par le temps. 6 cheveux sombres, coupés en brosse, son visage bronzé, ravagé par les intempéries, et des yeux plissés, presque malicieux. Tout en lui avait changé. Même sa taille semblait avoir augmenté. Comment cela était-il possible? Il passa la main sur son visage, se demandant si le reflet pouvait mentir. Un léger grincement se fit entendre. Miron s'approcha de la porte, intrigué, et aperçut une silhouette à travers la fente. Il s'élança et ouvrit brusquement. Sur le seuil, une jeune femme, la même inconnue qui, la veille, l'avait poussé à fuir des bruits étranges. Elle se figea, visiblement prise de court. Miron remarqua qu'elle, n'avait pas changé. Son visage restait identique à celui qu'il avait vu la veille. Un malaise étrange s'empara de lui en la voyant. Une douleur vive, comme une vieille blessure, sembla se rouvrir dans sa poitrine. « Désolée, je ne voulais pas t'espionner, » dit-elle en esquissant un sourire timide. « Pourtant, c'est exactement ce que tu as fait, » répliqua Miron d'une voix sèche. Il jeta un coup d'œil dans le couloir. Le vide. Rien. Pas d'inconnus, ni de créatures informes. « Je voulais juste être sûre que tu allais te réveiller, » murmura-t-elle. La jeune femme se hâta de s'excuser, mais Miron ne la laissa pas terminer. Il entra précipitamment dans la pièce et referma violemment la porte derrière lui. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son regard fouillant la pièce. « Où suis-je? Pourquoi ai-je l'air différent ?» Il la bombarda de questions, ne quittant pas son visage confus du regard. Elle semblait déconcertée par son comportement. « Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu ne te souvenais de presque rien, » répondit-elle d'une voix hésitante. Puis, comme frappée par un éclair de compréhension, elle ajouta, avec un sourire timide, « Tu es devenu intéressant pour eux. C'est pour ça que tu te sens complet aujourd'hui. Et tu te souviens de ce qui s'est passé hier ? » « Qui sont-ils ? » demanda Miron, croisant les bras, essayant de cacher son inquiétude. Les bruits dans sa tête résonnaient, devenant assourdissants. « Tu veux dire les créatures dans le couloir ? Celles qui grognent ?» répondit-elle, baissant la voix, comme si elle craignait qu'on puisse les entendre. « Elles sont bien plus dangereuses que les créatures. Si elles t'apprécient, elles te suivront, mais uniquement tant que ça les intéresse. »« Qu'est-ce que ça signifie ? » demanda-t-il, les sourcils froncés. « Cela signifie que tu existes, tant qu'elles te regardent. » Miron jeta un regard furtif vers les murs et le plafond, cherchant des caméras de surveillance. Mais il n'y en avait aucune. Il secoua la tête, déconcerté. Les explications de la jeune femme ne faisaient que le troubler davantage. 6 paroles ressemblaient à du délire. À moins que, peut-être était-ce la clé de tout ça. Une folie partagée. Cette réalité absurde. Cette créature étrange. Cette immensité du vide cosmique et des trous noirs dans la mémoire. Tout cela pourrait bien être l'effet secondaire de médicaments donnés aux patients dans un hôpital psychiatrique. Il songeait à exprimer cette idée, mais au lieu de cela, il se contenta de demander « Ce sont des gens, n'est-ce pas ?» La jeune femme hocha doucement la tête. « Combien sont-ils » Elle haussa les épaules, son regard perdu dans le vide, avant de répondre, d'une voix calme et assurée. « Ça varie. Parfois, il n'y en a qu'un, parfois plusieurs. Mais ils sont toujours là, quelque part, à t'observer. Et parfois, il peut se passer des jours, des années, voire une éternité, sans qu'aucun d'eux ne te surveille. Mais un jour, quelqu'un recommence à te suivre. Et alors, tu vis à nouveau. » Miron souffla profondément et ferma les yeux un instant. Il ne doutait pas que la jeune femme avait perdu l'esprit à force de vivre dans ce lieu étrange.
Est-ce que c'était ça, sa propre destinée? Être enfermé dans cet endroit et perdre peu à peu toute notion de réalité. Murmure fou sur des gens mystérieux, observant secrètement les habitants du labyrinthe. C'est une expérience, n'est-ce pas? Demanda-t-il enfin. Un genre d'expérience sur nous? Elle sourit tristement, comme si elle l'avait anticipé. Tu poses toujours cette question. Et à chaque fois, je te réponds, non, ce n'est pas un expériment. Parfois, tu parles de l'asile, et là encore, je te réponds, non, ce n'est pas un asile, et nous ne sommes pas fous. Myron la fixa, abasourdie. Elle semblait lire ses pensées, comme si tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus profond et étrange. Non, je ne lis pas tes pensées. Elle ajouta cela avec un sourire triste. Parfois, tu te souviens de ce que je t'ai dit, et parfois tu oublies. Cela s'est répété un nombre incalculable de fois, et cela continuera jusqu'à ce ceux qui nous surveillent, décident enfin d'agir. Bien, répondit-il avec irritation. Il avait encore beaucoup de questions, et il voulait vite obtenir des réponses, aussi absurdes qu'elles paraissent venant d'elle. Qu'est-ce que cette maison? Et comment expliquer les changements dans mon apparence? Pourquoi me suis-je réveillée avec un autre visage? La jeune femme mordilla sa lèvre inférieure et sembla fatiguée, comme si ce genre de conversation avait eu lieu 1000 fois déjà, ce qui commençait à l'épuiser. La maison appartient à la première source et nous en faisons partie. Tu t'es réveillée avec un autre visage parce que tu es encore en cours de création. La première source ne sait pas encore qui tu devrais être. J'ai observé ces transformations des dizaines de fois. Parfois, tu sembles déterminé et audacieux. Parfois, tu as l'air perdu, comme celui que tu étais hier. Ce n'est pas seulement ton apparence qui change, ton caractère aussi. Elle se tut, l'observa longuement, puis ajouta à voix basse, « Aujourd'hui, tu es juste différent. Pour la première fois, tu te souviens de ce qui s'est passé avant. » Les paroles de l'inconnu avaient encore plus embrouillé les choses. Les questions se multipliaient dans sa tête. Et soudain, Meren ressentit un vide étrange à l'intérieur de lui. Il voulait demander à propos de la première source, mais il fut interrompu par un cri perçant qui résonna dans le couloir. Le visage de la jeune femme se figea de terreur. Ils arrivent. Elle se précipita vers la porte et la verrouilla au moment même où un bruit sourd se fit entendre de l'autre côté. Quelqu'un déchirait les habitants de cette maison en morceaux. Meren frissonna en se souvenant de la scène d'hier, lorsque les créatures avaient déchiqueté cet homme chauve. Plus vite, il faut fermer la porte. Paniquée, la jeune femme se précipita vers le mobilier. « Comment ?» s'étonna Meren, voyant que la pièce était complètement vide. La jeune femme se rua contre le mur et Meren resta bouche bée en voyant un énorme meuble et une chaise apparaître près d'elle. Mais comment était-il arrivé là? Ne reste pas là, aide-moi. La jeune femme rougit de l'effort et poussait déjà le meuble. Meren se précipita pour l'aider. Et après quelques instants de lutte acharnée, ils réussirent à déplacer l'armoire jusqu'à la porte. Les bruits derrière la porte s'intensifiaient de seconde en seconde. Lorsque Meren et la jeune femme s'éloignèrent vers le centre de la pièce, un bruit sourd résonna dans la porte barricadée. Quelque chose de gigantesque et de puissant s'écrasa contre elle. Les coups se répétèrent, chaque fois plus violents, accompagnés d'un cri terrifiant, rempli de rage et de douleur. Les créatures derrière la porte étaient prêtes à tout détruire pour se nourrir. L'armoire tremblait à chaque impact, et Meren priait silencieusement pour que ce vieux meuble tienne bon face à ces monstres. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne t'auront pas trouvé. La jeune femme se tourna vers lui,
ses yeux pleins de terreur. Elle ne ressemblait plus qu'à un fantôme, son visage pâle comme la cendre, et ses yeux, terrifiés, cherchaient désespérément une issue. Ils vont te poursuivre parce que ça leur plaît. Qui sont-ils? Qui sont ces créatures? S'écria Meren, exaspérée. Il en avait assez de ces mystères non résolus. Le bruit incessant de la porte qui tremblait, le hurlement des créatures, tout cela le mettait à bout. La jeune femme attrapa sa main et il sentit sa peau glacée, comme si elle était déjà morte de peur. Elle le conduisit vers un coin de la pièce où un seul fauteuil solitaire attendait. « Tu dois t'enfuir, dit-elle, jetant un regard terrifié vers lui. Il se déplaça de quelques centimètres après un nouveau coup à la porte. Toutes les réponses sont dans la première source. Tu dois la trouver. Meren haussa les épaules. Nous sommes enfermés dans une pièce sans fenêtre. Comment sortir d'ici? Par la canalisation de ventilation. La jeune femme pointa vers le haut et Meren suivit son doigt. À quelques centimètres du plafond, une large ouverture était obstruée par une grille métallique. Meren ne pouvait pas dire avec certitude si cette grille était là avant ou si elle était apparue récemment. Peut-être qu'il ne l'avait simplement jamais remarquée, mais la probabilité qu'elle soit apparue après les mots de la jeune femme semblait plus grande. Meren baissa les yeux et faillit crier de stupeur. La jeune femme avait disparu. Il n'eut même pas le temps de se demander comment cela était possible. Un violent coup se fit entendre à la porte, et à cet instant, l'armoire se mit à bouger, se déplaçant de plusieurs centimètres en arrière. Un cri perça l'air, et un monstre s'engouffra dans l'espace ainsi créé. Il rampe sur le sol, ses mâchoires féroces, grandes ouvertes, cherchant sa proie. Meren n'eut d'autre choix que de sauter sur la table et de s'agripper à la grille de ventilation. Quelques secousses puissantes et les barres fixées s'arrachèrent, laissant Meren s'échapper à travers l'ouverture. La sensation de se libérer fut presque trop facile, mais son soulagement ne dura pas longtemps. Il se tourna et aperçut le monstre, ses yeux flamboyants d'un rouge incandescent. Il avançait lentement vers lui, comme s'il redoutait de l'effrayer. Ce moment d'hésitation suffit à Meren pour sauter à l'intérieur du conduit de ventilation. Dans la sombre cheminée, il fut surpris de constater sa largeur. Une odeur de moisissure et de pourriture envahit ses narines. Une nausée lui monta à la gorge. Il se faufila à quatre pattes, sentant la surface rugueuse du tunnel contre sa peau. Il se retourna juste au moment où la tête du monstre s'engouffrait dans l'ouverture. La créature, dans un cri furieux, tenta de pénétrer le conduit, mais son corps massif, avec ses nombreuses jambes, ne passait pas. Meren continua à avancer, essayant de respirer doucement. L'air putride, de plus en plus insupportable, se transforma en un poison qui brûlait ses poumons à chaque respiration. Par moments, il croisait des grilles de ventilation qui diffusaient un air vicié, créant des rayons de lumière faibles qui se projetaient sur les murs et le sol. Les ouvertures donnaient sur d'autres pièces où, la veille encore, des hommes et des femmes se cachaient des créatures, tremblant de peur. Mais maintenant, ces pièces étaient vides. Meren décida de ne pas perdre de temps à explorer ces lieux et se concentra sur les derniers mots de la jeune femme. La première source, mystérieuse, où se trouvaient les réponses à toutes ces questions. Peu après, il remarqua que la surface du tunnel changeait. Il devint malléable, élastique et humide, comme imprégné d'une sorte de substance gluante qui faisait brûler ses mains et imbibait ses genoux. Les murs et le plafond avaient changé de la même manière. Ils ressemblaient désormais à des intestins, brillants sous les sécrétions, des voûtes d'une gigantesque entraille.
Après quelques mètres, lorsque le tunnel vira de 90 degrés, Meren se heurta à l'origine de l'odeur nauséabonde. La lumière faible, filtrant à travers les grilles de ventilation, se réfléchissait sur les cadavres, bloquant la suite du chemin dans le tunnel. Meren se sentit sur le point de vomir en voyant les amas de restes putréfiés, recouverts de haillons trempés, de pantalons et de chemises en décomposition. Il voulut voir les visages des morts, mais une nausée insupportable le fit vaciller. Leurs têtes étaient boursouflées, couvertes de glaire, transformées en une masse informe de peau décomposée et de viande en putréfaction, à travers laquelle les crânes brillaient encore. Meren s'éteignit près de la première grille de ventilation, aspirant avidement l'air fétide et l'odeur d'humidité. Même cette odeur semblait fraîche par rapport à la puanteur qui émanait des cadavres en décomposition. Combien était-il ici? Depuis combien de temps était-il là, dans ce tunnel? Et pourquoi sont-ils morts? Quelle étrange substance visqueuse recouvre leurs restes? Ces pensées s'entrechoquaient dans sa tête. Et soudainement, Meren eut l'intuition évidente. Il n'était pas le seul à avoir essayé de traverser ce tunnel. En méditant sur cette idée, il remarqua que les murs du tunnel se mouvaient. Ils se contractaient, comme les entrailles d'un gigantesque ver. Les parois se rejoignaient, laissant tomber une bave épaisse du plafond. Des gouttes visqueuses tombaient sur Meren, le brûlant à chaque contact sur sa peau exposée. Son visage, son cou, ses paumes étaient en feu d'irritation. Grimpant à quatre pattes au milieu des cadavres, Meren comprit soudainement avec horreur qu'ils étaient devenus des victimes du propre endroit où ils se trouvaient. Comme un gigantesque organisme, la maison les dévorait, les détruisant avec une bave acide. Le passage se resserrait lentement et il semblait qu'il ne resterait plus beaucoup de place avant que les murs humides du tunnel ne se referment sur lui. Le passage entre les cadavres touchait à sa fin et en passant devant le dernier corps, Meren s'arrêta, entendant un petit râle venant de la bouche entr'ouverte du mort. Il était allongé sur le dos, les entrailles béantes, et son ventre se soulevait légèrement à chaque souffle. Meren hésita, se demandant s'il devait s'approcher ou continuer plus loin avant que les murs du tunnel ne se referment définitivement sur lui. Il lui plaisait. L'homme, encore un souffle rauque, s'échappa de ses lèvres. Miron, comme hypnotisé, observa de près les traits de l'ombre, se sentant plus près de lui-même. Puis, dans un instant de terreur glacée, il se figea lorsqu'il distingua, dans la lumière déformée, le visage d'un cadavre vivant. L'acide avait en partie rongé la peau du corps de Halble, exposant ses muscles et ses os, mais il n'y avait aucun doute. Ce visage appartenait à Miron. Il le reconnaissait bien, l'ayant observé avec attention la veille, dans le miroir. La même pâleur maladive, le regard distant des yeux gris, les cheveux clairs, éparsemment éparpillés. Comme pour confirmer ses pensées, le cadavre grogna. « Tu, c'est moi. Comment est-ce possible ?» Miron n'eut qu'un souffle, fixant la scène où son reflet d'hier léchait ses lèvres sèches, couvertes de sang coagulé. « Tu n'as plus beaucoup de temps, » murmura son double. « Finis ce que nous n'avons pas réussi. » Miron, abasourdi par la révélation soudaine, se tourna vers la conduite d'eau derrière lui. Ceux étaient ses doubles, ses précédentes copies mortes lors de tentatives infructueuses d'emprunter le tunnel. Combien en avait-il été? Est-ce copies et leurs tentatives perdues? La voix éthérée du Miron d'hier le ramena à la réalité. Tu es proche de la source, ne t'arrête pas. Fais-le, et nous y arriverons. Qui sont-ils? Hurla Miron. Les murs du tunnel se resserraient de plus en plus. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il n'y avait plus de temps pour des paroles inutiles.
Tu vas réussir à aller plus loin tant qu'il ne t'observe pas. Le cadavre prononça ces mots lentement. Puis, dans une dernière inspiration rauque, la tête s'inclina comme en une convulsion mortelle. Miron, tremblant, tenta en vain de secouer son double, mais celui-ci resta inerte, un poids sans vie. En retirant ses mains du corps, Miron sentit quelque chose de dur dans la poche de la chemise du cadavre. Après un instant d'hésitation, il sortit un couteau pliant. Miron ouvrit lentement le couteau. Un clic métallique se fit entendre. D'un coup sec, il l'enfonça dans le sol fissuré. Dans la seconde suivante, alors que les murs du tunnel se rapprochaient dangereusement, il planta la lame dans la surface molle du sol et l'entr'ouvrit. Les bords de la fissure se déchirèrent. Une pâte gluante s'en échappa, ressemblant à un sang transparent. Dans un cri déchirant, la fissure se déchira davantage. Quand ses yeux s'adaptèrent à la lumière vive, il aperçut en bas une chambre vide, dans laquelle un homme était assis à une table, tapant frénétiquement sur une machine à écrire. Puis, le tunnel trembla sous l'effet d'un spasme monstrueux et, du fond, un rugissement profond résonna. La lumière s'éteignit brutalement et Miron se sentit happé dans une autre dimension. Le tunnel se resserrait autour de lui, menaçant de l'écraser. Pris dans une violente secousse, il s'élança vers un trou juste avant que les murs ne se referment. Il ne vit plus rien. Il vola sur plusieurs mètres, atterrissant violemment au sol. Lorsque la douleur s'estompa, il recouvra lentement la conscience, distinguant à peine les couleurs autour de lui. À travers le brouillard blanc, il aperçut le plafond gris avec un petit trou par lequel il était tombé. Un instant plus tard, les bords de la fissure se refermèrent, comme si un immense ventre se refermait sur lui, dévorant l'espace de lumière. Miron se redressa et regarda autour de lui, le côté douloureux. Il fut surpris de ne plus voir l'homme, celui qui tapait sur la machine à écrire. Il se retrouva dans une grande pièce inondée de lumière douce, dont la seule fenêtre était un immense pan de verre, recouvrant toute la paroi. Ses yeux s'embuèrent à cause de l'éclat, mais Miron distingua, à l'extérieur, la neige tombant en gros flocons. Il brillait contre les nuages pâles qui semblaient émettre une lumière douce. Quelque part, à la lisière de sa conscience, un souvenir glissa, celui de la nuit dernière, quand au-delà des murs de la maison, l'infini cosmos flamboyait dans une constellation d'étoiles brûlantes. Il balaya cette pensée d'un geste de la main. Il ressentait une étrange indifférence, comme si ses nerfs étaient anesthésiés. Lentement, cette sensation s'étendait en lui, dissipant l'anxiété, le chaos et la peur. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée: trouver la première source dont parlait la jeune femme et son double. Miron ramassa une feuille tombée de sa main après sa chute et s'approcha de la table où l'homme était assis quelques instants plus tôt. Dans le mécanisme d'une vieille machine à écrire, une feuille de papier était insérée. Sur celle-ci, Miron distingua des mots. Les dernières phrases dansaient devant ses yeux. Miron, perdu dans l'étonnement et le choc, attrapa le bord de la table. Quand l'agitation dans sa tête s'apaisa et que son cœur reprit son rythme effréné, il attrapa précipitamment une pile de feuilles imprimées et la feuilleta fébrilement. Ses yeux sautaient d'une ligne à l'autre, déchiffrant des phrases qui semblaient décrire, en détail, toutes les émotions
et action de Miron depuis le moment où il était tombé au sol dans la chambre vide. Ne croyant pas ce qu'il lisait, il lut encore les mots imprimés sur la feuille de la machine à écrire. Le texte se terminait par une phrase qui décrivait comment Miron s'était approché de la table avec la machine à écrire. Je n'ai pas encore trouvé ce qui se passera ensuite. Un bruit se fit entendre, comme un murmure derrière lui. Miron se retourna et aperçut un homme de taille moyenne, dans la quarantaine, avec un visage insipide, comme façonné dans de la pâte à modelée blanche et sale. Ce genre de visage qu'on peut regarder des centaines de fois, mais dont on ne se souvient jamais d'un seul détail marquant. Le front, le nez, le menton, tout semblait effacé, comme si l'homme avait été lavé et usé par le temps. Ses yeux minuscules ressemblaient à des billes de verre ternies. Miron n'avait aucun doute. C'était l'homme qu'il avait vu tapant sur la machine à écrire. « Qui êtes-vous » La voix de Miron était rauque, étranglée par la soif, comme si l'air venait de lui manquer. « Je suis celui qu'on appelle la première source », répondit l'homme en écartant ses lèvres dans un sourire qui n'avait rien d'humain. « Je suis la cause de tous les événements et changements dans ta vie. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Miron, sur ses gardes, serra davantage la poignée de la lame cachée dans sa poche. À sa grande surprise, l'homme ne sembla pas remarquer son mouvement. Il sourit de plus belle, et ses yeux se fermèrent, comme s'il savourait un secret caché. « Ce n'est pas nécessaire pour toi maintenant. » L'homme secoua la tête, le sourire s'effaçant. « Ton existence tout entière peut être perçue comme une fiction, un piège parmi d'autres. Je n'avais aucune idée de comment t'aider. Comment te faire sortir de ce labyrinthe sans fin. » Miron se sentit pris dans un tourbillon. Il comprenait qu'il était à un point de non-retour, un point où le temps et l'espace se confondaient et où tout ce qu'il croyait savoir pouvait se révéler faux. Le premier source haussa les épaules et Miron, stupéfait, vit son visage adopter une expression coupable. Il semblait sincèrement désolé, presque humain, comme s'il ressentait une véritable compassion pour tout ce que son interlocuteur avait vécu. « Vous me suivez, vous décrivez chacun de mes pas, » dit Miron en désignant d'un geste la pile de papier. « D'où savez-vous ce que je pense ?» Le premier source fit une grimace amère, ferma lentement les yeux, comme si une migraine venait de le saisir après cette conversation avec Miron. « Tu n'as toujours rien compris. »« Qu'est-ce que je suis censé comprendre ?» s'emporta Miron. « Tu es l'un d'entre eux, l'un de ceux qui nous observent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Le premier source le regarda intensément. Cette fois, son regard prit une teinte menaçante, presque dévorante. « On peut se couper sur ces éclats de verre, » dit-il d'une voix basse et calme. « Je ne vous observe pas, » répondit-il après une longue pause. « Je crée, je donne vie à des histoires sur du papier, mais il y a une histoire qui me hante depuis des années. Je n'arrive pas à la finir. J'ai tellement réfléchi à l'intrigue et aux personnages, toi compris, que peu à peu, la fiction a commencé à ressembler à la réalité, et la réalité à de la fiction. Honnêtement, je ne sais même plus où l'une se termine et où l'autre commence. Je ne suis même pas surpris de te voir devant moi. En fait, je devrais m'inquiéter pour ma santé mentale, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un écrivain parle avec ses personnages. Peut-être que je suis fou, ou peut-être pas. Il s'interrompit enfin, son regard se perdant dans l'ombre de la pièce, comme si un voile noir envahissait lentement son esprit. « Donc, vous m'avez inventé, » murmura Miron d'une voix tremblante, un ricanement nerveux s'échappant de ses lèvres, comme si cette phrase absurde n'avait pas de sens.
Je suis l'objet de ton imagination, pas seulement toi, répondit le premier source, les mains ouvertes comme pour expliquer l'impossible. Mais toute cette maison, ses habitants, ses grincements, tout ce qui existe et tout ce qui est encore à venir, tout dépend de ce que j'écris. Miron sentit une pression soudaine sur sa gorge, comme si une main invisible venait de l'étreindre. Et avec difficulté, il parvint à chuchoter. « Et la jeune femme, vous l'avez aussi inventée ?» Dans les yeux du premier source, un éclat de surprise traversa son regard. On aurait dit que la question de Miron l'avait pris de court. « La jeune femme ?» répéta-t-il, sans bien comprendre. Miron s'empressa de préciser, sans attendre de réponse, comme si la question brûlait ses lèvres. « Je veux dire, comment l'avez-vous introduite dans l'histoire ?» Le premier source secoua la tête d'un air distrait. « Honnêtement, je n'ai jamais su comment la faire intervenir. Je ne lui ai même pas donné de nom. Il est curieux que tu me demandes d'elle. » Il s'approcha de la table, ouvrit un tiroir, et tout en cherchant, il en sortit quelques feuilles de papier froissé. « C'est une scène coupée, dit-il, sans vraiment y penser. Je ne me souviens plus exactement quand je l'ai écrite, ajouta-t-il en tendant les feuilles. J'avais l'idée de donner plus de place à cette jeune fille dans l'histoire. Mais ensuite, je me suis concentré uniquement sur toi, pensant qu'il valait mieux la laisser comme un personnage secondaire. » Méron parcourut rapidement les pages du regard. C'était difficile à lire, car beaucoup de lignes étaient barrées, et même des paragraphes entiers semblaient illisibles. Les lettres sautaient devant ses yeux, refusant obstinément de former des mots, et les mots des phrases. Finalement, Méron abandonna toute tentative de comprendre ce qui n'avait pas été imprimé. Le premier source, remarquant sa confusion, expliqua. Dans cette scène, la jeune fille se cache dans le sous-sol après que Skrek ait envahi ta chambre. Et toi, tu as réussi à te réfugier dans un puits d'aération. Comme beaucoup d'autres éléments de l'histoire, cet épisode ne menait à rien. Alors, j'ai décidé de le supprimer. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour toi de savoir ce qu'il est advenu de la jeune fille. On dirait que tu es un écrivain pathétique, ricana Méron, savourant l'expression gênée du premier source, qui semblait déstabilisé par son audace. Cette course inutile dans les couloirs, le monstre banal, les énigmes bon marché, les rebondissements tirés par les cheveux, c'est tout ce à quoi tu peux arriver. Et pourquoi tout ce charabia ? Le premier source tourna brusquement les pages. Son visage se déforma sous une contraction nerveuse. L'écrivain mit quelques instants à se ressaisir. Enfin, un sourire fou se dessina sur ses lèvres tremblantes. « J'écris parce qu'ils aiment ça. »« Qui sont-ils » demanda Méron, ses yeux fixant l'écrivain, d'un air de plus en plus incertain. « Ne l'as-tu pas encore compris ?» répondit le premier source, en haussant les sourcils d'étonnement. Une sensation étrange envahissant son esprit. Il semblait que l'écrivain était en train de sombrer dans un délire monstrueux, né du fond de son esprit enfiévré. Les déductions folles se succédaient dans son esprit, comme des galaxies en explosion dans la tête de Méron. Et lorsque le tumulte se calma enfin, il parla d'une voix faible, dépourvue de toute force. Ce sont les lecteurs ? Le premier source acquiesça. Tu existes tant qu'ils te regardent. Juste à cet instant, là, maintenant, leurs yeux glissent sur les lignes de texte. Et toi, tu vis ? Tu respires ? Tu espères ? Il s'arrêta un moment, hochant la tête en direction des feuilles de papier dans les mains de Méron. De la même façon, la jeune fille vivait pendant que tu la lisais. Mais dès qu'il se détourne de l'écrit, toi, tu n'existes plus. Ta vie se coupe jusqu'à ce qu'il revienne.
pour savoir ce qui t'est arrivé ensuite. Mais ça ne se passe pas toujours ainsi. Si l'histoire est trop ennuyeuse, il l'abandonne. Et alors, tu disparais à jamais dans le néant noir, sans retour. Mais Ron sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. Une douleur aiguë monta dans sa poitrine, accompagnée de la prise de conscience d'une vérité amère et simple. Son désir farouche de sortir de cette maison maudite, envahie par des monstres horribles, n'était qu'une pâle illusion d'un écrivain raté, inventant des récits médiocres pour distraire des amateurs de récits horrifiques. Dans ce cas, il n'y avait aucune garantie que lui-même n'était pas qu'une simple invention. Mais Ron se moqua, un sourire cynique se dessinant sur ses lèvres, voulant, ne serait-ce qu'un peu, piquer son créateur. Le premier source haussa les épaules, comme si l'idée de Méron ne le surprenait plus vraiment. J'y ai déjà pensé. Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un écrit une histoire sur moi, une histoire d'écrivains ratés, incapables de trouver une fin à leur misérable récit. Méron lança ces mots avec mépris, soulignant l'ironie de la situation, tout en observant comment une ombre d'agacement et de frustration traversait le visage du premier source. « Et c'est bien la vérité », répondit celui-ci d'un air paniqué. « J'ai réécrit l'histoire plusieurs fois. Changé ton nom, ton apparence, ton caractère, dans l'espoir de débloquer l'intrigue. À chaque fois, tu te faufilais dans un tunnel, échappant à Skrek. Mais je n'ai jamais trouvé une fin digne de ce nom. J'ai coupé l'histoire et recommencé. J'aurais pu tout abandonner, mais cela les mettrait en colère. Personne n'aime lire une histoire sans fin. » Mais Ron, fatigué, ferma les yeux un instant et posa la question. « Pourquoi ? Pourquoi quoi ?» Le premier source parut surpris. « Pourquoi je rampe dans ce tunnel ? Pourquoi je veux sortir de cette maison ? Pourquoi fuir Skrek ? Pourquoi tout ça ?» Mais Ron remarqua, avec étonnement, que ces questions simples, évidentes même, avaient mis l'écrivain dans l'impasse. Le premier source, déconcerté, se prit la main sous le menton, tandis que son regard se perdait dans le vide, comme si des pensées tourbillonnaient dans sa tête. « Et c'est vrai, pourquoi ?» se surprit-il à dire à haute voix. « Je ne comprends toujours pas ton but. Tu es vraiment un mauvais écrivain. » Méron a souri sans joie. « Tu nous fais traverser des épreuves sans fin, sans même savoir pourquoi je fais cela. » Il baissa les yeux vers les feuilles qu'il tenait toujours dans ses mains. Soudain, Méron se rendit compte qu'il n'avait toujours pas découvert comment se terminait l'histoire coupée impliquant la jeune fille. La première source disait que l'héroïne secondaire s'était cachée dans la cave pour fuir les Skrak. Mais que s'était-il passé ensuite ? Méron tourna la page et fixa du regard la dernière ligne. Son cœur battait fort dans sa poitrine, alors qu'il lisait des lignes, nées de l'imaginaire tordu d'un écrivain devenu fou. La jeune fille tremblait de terreur, espérant que la noirceur l'abriterait des Skrak. Au moment où le silence atteignit son paroxysme et devint presque insupportable, un cri strident se fit entendre, et la pièce sembla se remplir d'un monstre gigantesque. Un monstre qui s'était approché discrètement de la victime tout ce temps. Elle cria de désespoir, ce cri de détresse servant de signal à l'arrivée de la créature. Le monstre cloua la jeune fille au sol, déchirant la peau de ses bras et de ses jambes, et se pencha au-dessus d'elle, prêt à la mordre à la gorge avec ses mandibules énormes et ses dents acérées. C'est là que le texte s'interrompait. Il devait y avoir une hésitation dans l'esprit de la première source. Devait-il vraiment finir son histoire de cette façon ? Quand Méron, tentant de maîtriser la colère qui bouillonnait en lui, leva les yeux vers l'écrivain. Celui-ci le fixait avec un sourire dément, un sourire qui semblait engloutir toute rationalité. Et après ça, Méron articula d'une voix étranglée. « Et après,
Pourquoi la torturer si elle ne te sert à rien? Sans répondre, la première source arracha le papier des mains de Méron et le lança sur la table. Il se hâta de remettre la feuille dans la machine à écrire. Maintenant, je comprends quel est ton but, marmonna-t-il en perdant nerveusement son regard avant de poser ses mains sur le clavier. Une jeune fille en détresse. Le malheur est comme un éclair. Il frappe toujours juste. Comment ai-je pu ne pas comprendre cela plus tôt? La première source tapa frénétiquement sur les touches de la machine à écrire. Les lettres métalliques, à peine capables de suivre le fil de ses pensées, frappaient bruyamment la feuille, formant de nouveaux mots. Méron n'arrivait pas à les lire. En un instant, une lumière pâle provenant de la fenêtre panoramique s'éteignit, comme si elle était emportée par l'obscurité menaçante. La pièce semblait se rétrécir instantanément, et l'air stérile fut remplacé par une puanteur nauséabonde. Quelques secondes plus tard, lorsque la brume devant ses yeux se dissipa un peu et que le silence fut brisé par un bruit de craquement, Méron comprit qu'il se trouvait dans la cave au moment précis où le monstre attaquait la jeune fille. Cela confirmait l'hypothèse de la première source lorsqu'une faible lumière tremblante éclaira la pièce. Méron vit la créature gigantesque se pencher au-dessus de la jeune fille, prête à mordre dans son cou avec ses mâchoires massives. Sans hésiter une seconde, il se précipita en 2 pas vers la bête et, brandissant son couteau avec toute sa force, il le plongea dans la tête du monstre. La lame traversa la carapace avec un bruit strident et un fluide noir et nauséabond se mit à couler de la blessure. La créature, émettant un cri strident, se déroba rapidement en se repliant sur elle-même, essayant de se détourner de l'attaque furieuse de l'homme. Méron semblait perdre toute raison, frappant encore et encore le monstre qui vacillait sur ses membres tordus, ne parvenant pas à se défendre face à la furie de l'homme enragé. Finalement, la créature poussa un dernier cri perçant, puis s'effondra, se renversant sur le côté, laissant s'écouler une épaisse rivière de sang noir. Méron, haletant, resta un moment au-dessus du monstre vaincu, s'assurant qu'il était bien mort, avant de jeter le couteau et de courir vers la jeune fille. Elle était déjà debout, se tenant péniblement sur ses jambes, fragile, effrayée, avec des yeux brillants de larmes non versées. Du sang coulait sur ses jambes, trempant ses pantalons déchirés, là où la créature l'avait clouée au sol avec ses griffes tranchantes. Méron voulut dire quelque chose pour la rassurer, mais au lieu de cela, il s'approcha et la serra fort dans ses bras. Son corps frêle tremblait de peur, comme si des décharges électriques la parcouraient. Mais après quelques secondes dans les bras de Méron, elle se calma un peu et, regardant dans ses yeux, elle murmura doucement. « Est-ce la fin ? Je ne sais pas. » Méron eut du mal à maîtriser la boule dans sa gorge. « J'espère que oui. » Lorsqu'ils sortirent de la cave par la petite porte étroite, ils se retrouvèrent dans un jardin déserté, entouré de grands arbres nus. Ils étaient devant la maison sombre, ce vieux manoir qui avait été la prison du personnage de l'écrivain fou pendant des années. Méron se fichait bien de ceux qu'il était advenu de la première source. Était-il devenu complètement fou, enragé par le fait que ces personnages se soient échappés de sa folie, ou tapait-il encore frénétiquement sur son clavier, incapable de suivre le rythme de ses idées dévorantes? Tout cela n'avait plus aucune importance, car Méron tenait la jeune fille par la main, et la chaleur de sa paume apportait enfin à son cœur un peu de paix et de bonheur. Il marchait silencieusement sur le sentier à travers la forêt morte. Les mots ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Peu à peu, de petits flocons blancs tombaient du ciel, semblant être aussi gris que les nuages qui les portaient. Puis, après quelques minutes,
Méron comprit que ce n'était pas de la neige, mais de la cendre qui tombait doucement autour d'eux. Il comprit aussi une autre chose. Il n'y avait plus rien entre lui et la jeune fille, mais en même temps, ils avaient trouvé l'essentiel.